Bonjour à tous et c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons dans cette nouvelle édition de NTD Le Journal. Voici tout d'abord les principaux titres de l'actualité chinoise de ce lundi 20 août. Gu Kailai condamné à la peine capitale avec sursis. La brutalité et les ténèbres des prisons du PCC. Une sentence attendue par la plupart des commentateurs. Gu Kailai, épouse de l'ancien haut dirigeant chinois Bo Xilai, a été condamnée par le tribunal de Hefei ce lundi 20 août à la peine capitale avec 2 ans de sursis pour le meurtre de l'homme d'affaires britannique Ned Heywood. Gu Kailai ainsi que son complice Zhang Xiaojun ont tous deux déclaré ne pas faire appel. Le 20 août, à 9 h du matin, heure de Pékin, le tribunal populaire intermédiaire de Hefei a été gardé avec rigueur par la force policière. Des lignes de sécurité ont été installées autour du tribunal. L'ambiance de l'audience était semblable à celle du 9 août, sauf que le temps était plus clément. Un grand nombre de journalistes étrangers étaient, de nouveau, défendus d'accès au tribunal sous le prétexte que la tribune était remplie. 如果他不判那个死刑的话，你会不会觉得那个不公平？我们尊重法院的判决。 Vers 9 h 40, le verdict a été rendu. Gu Kailai a été condamné à la peine de mort avec 2 ans de sursis. Gu Kailai s'est exprimé en acceptant la décision du tribunal. 我感到这个判决是公正的，它全面体现了我们法庭对于法律的特别尊重，对于现实的特别尊重，特别是对于生命的特别尊重。 Quant à Zhang Xiaojun, le domestique de la famille de Bo Xilai, a lui été reconnu coupable de complicité et condamné à 9 ans de prison, une sentence que jugent les commentateurs de légère. Depuis ce 6 février, afin de fuir la poursuite mortelle de Bo Xilai, Wang Linjun, ancien maire adjoint de Chongqing, s'est réfugié au consulat américain de Chengdu avec des informations et des preuves sensibles révélant les crimes et la corruption au sein du plus haut niveau du Parti communiste chinois. Suite à cet événement, l'agence officielle Xinhua a rendu public que Gu Kailai serait impliqué dans l'homicide volontaire de l'homme d'affaires britannique Ned Heywood. En même temps, Bo Xilai s'est vu démis de toutes ses fonctions politiques du parti pour de graves violations disciplinaires. Nouvelle NTD. La peine capitale avec 2 ans de sursis pour Gu Kailai a suscité de vives discussions et analyses de tous milieux. Certains s'inquiètent que le verdict soit le résultat d'une négociation politique et qu'une fois que les gauchistes maoïstes représentés par Bo Xilai reprennent de la force, le régime de Hu Jintao et de Wen Jiabao sera menacé. Certains autres pensent que si Gu Kailai est gardée en vie, c'est pour l'interroger davantage afin qu'elle dénonce plus de crimes qu'elle a commis avec son époux Bo Xilai. Gu Kailai a bien reconnu d'avoir commis le meurtre mais n'a pas développé le motif de l'assassinat, à part vouloir protéger son fils Bo Guagua d'une menace de Ned Heywood. Quant au conflit économique qu'elle avait avec ce dernier, les vérités ne sont pas remontées à la surface lors du procès. Cette peine de mort avec sursis montre un problème bien grave, à savoir une négociation entre les autorités communistes et Bo Xilai. Il voulait réduire l'ampleur de l'événement jusqu'à sa disparition alors qu'il s'agit d'un grave homicide volontaire. Selon le commentateur d'actualité Chen Pokong, Gu Kailai n'a pas commis seulement l'assassinat de Ned Heywood. Elle était aussi activement impliquée dans bien d'autres crimes, tels que la corruption et le blanchiment d'argent au niveau international, ainsi que le trafic des dépouilles et des organes humains, notamment ceux des pratiquants de Falun Gong. De nombreux reportages ont relevé des scandales au sujet de l'usine de traitement des cadavres humains à Dalian. On peut dire que derrière chaque cadavre se cache en fait un meurtre, un crime. Tang Baqiao s'inquiète que derrière cette condamnation se cache une négociation politique qui pourrait se transformer en menace. Si cette négociation existe, l'influence de la famille Bo pourrait ressusciter. Cela constituerait non seulement une catastrophe pour le PCC, mais aussi pour les actuels dirigeants en place.
L'expert judiciaire Zhao Yuanming a une autre explication à cette peine de mort avec sursis. Pour lui, si Gu Kalai était exécutée, on perdrait les pistes de tous les crimes dans lesquels elle était impliquée. Sa survie permettra ainsi le futur jugement de bien d'autres criminels. Nouvelle NTD. Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Tie Liu est un auteur célèbre en Chine. Récemment, il a écrit et publié un article intitulé « Les prisons du Parti communiste chinois sont les endroits les plus sombres et les plus brutaux au monde ». Cet article décrit les différentes méthodes de torture utilisées dans les prisons que lui et ses amis ont subies. À travers cet article, il espère que toutes les personnes ayant un bon cœur pourront prendre conscience de ce qui se passe dans les prisons du PCC. Dans les prisons chinoises, les prisonniers sont enfermés à plusieurs dans chaque cellule, mais il existe aussi des cellules d'isolement où les prisonniers sont enfermés seuls. La cellule d'isolement du camp de travail de l'usine de soufre de Xingwen, dans la province du Sichuan, mesure 1,8 mètres de long pour 1,5 mètres de profondeur et 1,5 mètres de hauteur. Elle est fabriquée en pierre, il n'y a pas de fenêtre, le prisonnier n'est pas autorisé à en sortir, il doit boire, manger, dormir, uriner et déféquer à l'intérieur. Tie Liu a été détenu pendant 3 mois. Il était rédacteur en chef d'un quotidien de Chengdu. Il a été arrêté pendant la campagne anti-droite de 1957. Il a été emprisonné et torturé pendant 23 ans. Comme il ne reconnaissait pas les crimes dont il était accusé, il a été traité d'anti-révolutionnaire. Il a connu toutes les méthodes de torture et a énormément souffert. Il recommande les mémoires de Niu Li Hua qui a subi les mêmes tortures que lui et qu'il décrit dans son livre. Selon Tie Liu, le seul moyen de s'opposer à la tyrannie est de garder les traces du comportement des tyrans. Selon lui, toutes les personnes au bon cœur dans le monde entier doivent prendre conscience de la brutalité et des ténèbres des prisons du PCC. 我很赞同铁流先生这个观点，就是这个黑狱文化，就是使那种极度黑暗的监狱的文化，这是中国文化上的一个污点。我当时主要经历了，我们这边很多朋友当时也经历了，主要就是这个不让睡觉，比较现代化的酷刑了，这个是目前也是比较常见的。 Selon Tie Liu, la télévision officielle chinoise CCTV, les journaux et les autres médias parlent de sociétés harmonieuses à la taille de l'homme. Mais en fait, les gardes des centres de détention utilisent des méthodes excessivement cruelles, puis ils parlent de choses étranges, comme des personnes décédées en jouant à cache-cache ou en buvant de l'eau trop chaude. Même les agents administratifs ont recours à la violence et l'usage excessif des punitions par l'armée et la police est contre la Constitution. Dans ses mémoires, Niu Li Hua mentionne un article du quotidien du peuple du 25 mai 1979. Selon cet article, Jiang Zixin a été détenue dans une cellule d'isolement où elle ne pouvait ni s'asseoir, ni se coucher, ni rester debout. Elle a perdu la raison au bout de quelques jours. 知道最近就是大家的网民们都比较关注，就是关于大连的那个尸体工厂的事嘛。因为对这个尸体的来源，他的解释是来自于中国警方。那实际上，因为中国政府这里每年用死刑的名义，或者是用其他可能一些完全是非法的方式，就是可能杀害很多人的。像比如说，我们知道在看守所里面很多离奇死亡的人嘛，这些人都有可能是属于就是说非正常死亡的，并不是说有什么法律程序啊。 Zhu Keming a été illégalement détenu et torturé pendant 5 ans. Il a perdu tous ses biens pour avoir intenté un procès contre Jiang Zemin et d'autres hauts dirigeants du PCC. Il a été torturé et abusé physiquement dans des prisons secrètes. Il a été torturé avec des matraques électriques, il a été électrocuté, il a reçu des coups de pied, des coups de poing, il a été obligé de s'agenouiller pendant de longues périodes de temps, il a subi des interrogatoires pendant la nuit, il a été privé de sommeil pendant des jours et des nuits, on l'a aspergé d'eau froide pendant l'hiver et d'eau bouillante sur les mains et les pieds pendant l'été. Il a été attaché, suspendu et frappé. Une torture très fréquente est d'attacher les bras avec des menottes derrière le dos et de relier les poignets aux pieds avec des chaînes. 说中国监狱呢是最黑暗、最残暴的监狱呢，一点都不过分。真正在中国监狱里服过刑的人呢，可能看的还比这个还要严重，简直都是跟地狱一样。 有的人被警察打死了，打死了以后呢，他跟犯人的家属就没法交代，他就把这个打死的犯人呢拖到这个监狱大门口，让那个犯人的身体呢压着那黄线，拍照片来，跟犯人和社会上讲，这个人想越狱给打死的。 La situation des droits de l'homme en Chine est la plus inquiétante au monde. Selon Zhu Keming, toutes ces atrocités en coulisses et la répression du peuple ne s'arrêteront qu'avec la chute du PCC. Dossier interdit, NTD.
Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Le Parti québécois et sa promesse controversée. Une promesse de campagne par le Parti québécois a déclenché un débat intense à Québec. Les électeurs s'apprêtent de nouveau à se rendre aux urnes le mois prochain. Si le Parti québécois remporte les élections, il imposera des règles strictes en matière de religion, surtout celles qui visent les articles religieux ostensiblement portés par les agents dans le secteur public. À Montréal, la proposition de Mme Marois au sein de la campagne électorale du Parti québécois a provoqué une vive controverse. Les gens de chaque religion devraient avoir la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent. Nous avons des nouvelles pour Mme Marois. Nous sommes ici et nous restons au Québec. Je crois en un Québec ouvert, un Québec qui n'a pas peur de la diversité et qui en fait l'invite. Pauline Marois, si elle est élue, créera une charte québécoise de la laïcité dans les services publics où on devra s'abstenir d'afficher et de porter tout objet ou symbole religieux autre que le crucifix, comme turban, kippa et hijab. Quand ils auront décidé de venir vivre au Québec, ils sauront exactement ce qui sera l'obligation pour ces nouveaux Québécois. Généralement, la plupart des Montréalais ne votent pas pour le PQ. Ce sondeur nous rappelle que le message de Mme Marois vise les francophones pro-souverainistes dans les régions du Québec et où ces derniers s'inquiètent d'un empiètement de leur culture. Elle prêche aux convertis. Elle touche ceux qui sentent le besoin de protéger, et je cite, une culture traditionnelle où les symboles religieux ne sont pas présents. Jean Tremblay, maire de Saguenay, région située à 2 heures au nord de la ville de Québec. Il prise l'idée d'une charte, mais n'aime pas la candidate locale du Parti québécois, Djemila Ben Habib, qui est d'origine algérienne. Je ne suis même pas capable de prononcer son nom, d'Algérie, qui ne connaît pas notre culture, rien, mais c'est elle qui va dicter les règles. Ce commentaire a alimenté davantage le débat. En tout état de cause, la série de débats des chefs qui a débuté dimanche dernier nous fera mieux connaître les enjeux. Les observateurs politiques prédisent que ce genre de propos n'existera pas pour bien longtemps au sein de la campagne électorale. Ce week-end, au sud de l'Ontario, un groupe de manifestants s'est réuni autour du très célèbre parc d'attractions aquatiques. C'est qu'il y a controverse à Maryland. En effet, certains anciens employés accusent le parc de garder les animaux dans de mauvaises conditions. En général, par jour, une dizaine de manifestants se pointent pour protester. Mais ici, quelques 400 personnes se sont joints au groupe de défense des animaux de Marineland. Ils demandent la fermeture du parc et la fin des mauvais traitements des animaux qui y vivent. Il n'y a aucune excuse pour cette cruauté. Un groupe a même réécrit le célèbre sonal. Nous avons eu des confirmations qui sont allées de 20 à 200 personnes en juste 24 heures. Le groupe s'est élargi après que Phil Demers, ancien entraîneur en chef à Marineland, a rapporté la négligence et le mauvais traitement qui y règne. Cela a été publié la première fois dans le Toronto Star. Les médias demandent maintenant à la SPCA de lancer une enquête. Quoi qu'il arrive, ce sera une étape qui va révéler ou exposer un plus gros problème. Marineland dit qu'il n'a rien à cacher. Dans un communiqué, l'administration affirme que les animaux ici jouissent des commodités et d'une qualité de soins exceptionnelle. L'organisation invite la SPCA à faire son enquête. Même si la file d'attente est longue à l'entrée du parc, cette famille venue de Montréal a changé ses plans après avoir vu la manifestation. Nous avons décidé de rester ici et changer d'idée. Mieux vaut rester à l'extérieur. Depuis 50 ans, Marineland a été la destination touristique la plus achalandée du sud de l'Ontario. Mais pour les manifestants, ils disent qu'ils n'arrêteront pas de protester jusqu'à la fermeture du parc. Ne nous quittez pas, dans un instant, plus d'informations internationales. L'Amérique du Sud condamne les menaces de la Grande-Bretagne.
La semaine dernière, le président équatorien a accordé l'asile politique à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Londres avait menacé de prendre l'ambassade d'assaut. Ce dimanche, les ministres des Affaires étrangères de l'Union des Nations sud-américaines ont donc offert leur solidarité et leur soutien au gouvernement de l'Équateur et ont appelé les parties à poursuivre le dialogue. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union des Nations sud-américaines réunis ont exprimé leur soutien au gouvernement équatorien de Rafael Correa dans sa dispute avec le Royaume-Uni au sujet du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Nous montrons notre solidarité et notre soutien au gouvernement de la République d'Équateur contre la menace de prendre d'assaut les bâtiments de la mission diplomatique. La semaine dernière, Rafael Correa, un ennemi des médias corrompus et de l'impérialisme américain, et le gouvernement équatorien ont accordé l'asile politique à Julian Assange. Londres avait alors menacé de prendre l'ambassade d'assaut et de réévaluer son statut diplomatique. Des négociations directes, comme la loi internationale l'établit, et en même temps, nous apprécierions fortement si la Grande-Bretagne pouvait prendre les mesures nécessaires pour faciliter la reprise du dialogue. Ricardo Patino, le ministre équatorien des Affaires étrangères, souhaite demander l'arbitrage du Tribunal pénal international de La Haye. Selon lui, l'Équateur a le droit de protéger Julian Assange et souhaite le dialogue. La raison ne nécessite pas la force. La force peut être différente selon qu'il s'agit d'un petit pays ou d'un pays qui a la bombe atomique. Mais dans ce cas, la raison est indéniablement de notre côté. Hier dimanche, à Bruxelles, des milliers de personnes ont défilé dans les rues. Michel Martin, l'ex-femme et complice de l'assassin d'enfants Marc Dutroux, pourrait être libéré après avoir à peine purgé la moitié de sa peine. Cette manifestation, organisée par le père d'une des victimes assassinées par Marc Dutroux, appelle à une réforme du système judiciaire belge. Des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles ce dimanche et ont appelé à une réforme du système judiciaire belge à l'heure où Michel Martin, l'ex-femme et complice de l'assassin d'enfants Marc Dutroux, pourrait être libéré de prison. Marc Dutroux a été arrêté en 1996 et condamné pour l'enlèvement, la séquestration et les viols de 6 jeunes filles. Il a assassiné 2 d'entre elles tandis que 2 autres sont mortes affamées au cours de leur séquestration. Cette affaire a horrifié la Belgique. La manifestation a été organisée par Jean-Denis Lejeune, le père de l'une des victimes de Marc Dutroux. Paul Marchal est le père d'une autre des victimes. Selon lui, les victimes et leurs familles doivent jouer un plus grand rôle dans la décision de libérer anticipativement les criminels. C'est de marcher pour une réforme de la justice en profondeur. C'est-à-dire qu'il faut reformuler des textes de loi qui existent déjà, comme le TAP. Il faut bien sûr reformuler le fonctionnement du TAP en donnant notamment accès à un appel possible, autant pour les accusés que pour les victimes. La notion de récidive, notamment, comme je viens de l'expliquer, qui doit être prise en charge, même si on est jugé par une cour différente, plus de place à la victime. Voilà, il y a beaucoup de choses à reformuler au niveau de la réforme. Aujourd'hui, le juge est indépendant dans la prise de décision. Je pense que les victimes devraient participer dans l'enquête pour étudier et voir s'ils sont prêts. Beaucoup de parents sont venus. Parce que je trouve qu'une punition doit être respectée jusqu'au bout, surtout quand ça concerne un crime d'enfant. Donc, je ne suis pas pour la libération de Michel Martin. Je suis venue avec mes enfants parce que je pense qu'il est important que ceux qui maltraitent et tuent les enfants ne profitent pas d'une loi qui réduise leur temps d'emprisonnement. Nous devons changer cela en Belgique. La manifestation avait pour but de demander une réforme de la justice belge, mais beaucoup sont venus pour s'opposer à la libération de Michel Martin. Nous pensons que Michel Martin a déjà reçu une deuxième chance. Si vous avez un enfant, vous ne pouvez pas tolérer cela. On pourrait le comprendre, mais pour nous, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que dans ce cas, des enfants sont morts. Michel Martin a été condamné à 30 ans de prison en 1996. Elle a purgé la moitié de sa peine et la justice est prête à la libérer. Le 31 juillet dernier, un tribunal a stipulé qu'elle pouvait être libérée pour s'installer dans un couvent de Malone, à 60 km au sud de Bruxelles.
Cette décision a déclenché une vague de contestation et les procureurs belges ont fait appel pour bloquer sa libération. La décision finale de la justice belge sera rendue le 28 août prochain. L'Aïd el-Fitr est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. Elle marque la fin du mois de Ramadan, durant lequel les fidèles ont observé le jeûne entre le lever et le coucher du soleil, dans un effort de maîtrise de soi et d'ouverture aux autres. Le jour de l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour tous les musulmans du monde de se rassembler et de se réjouir. Voyons comment cette journée s'est passée en Inde. Les musulmans d'Inde ont prié à l'occasion de l'Aïd ce dimanche après le lever de la lune, marquant ainsi la fin du Ramadan, une période de jeûne religieux observée par les musulmans. La date du début du Ramadan et la date de l'Aïd, l'une des grandes fêtes principales du calendrier islamique, sont décidées par le clergé musulman. Les musulmans de New Delhi ont afflué vers la plus grande et très populeuse mosquée de la capitale. S'adressant à la nation pour l'occasion, l'imam de la mosquée de Delhi a salué tous ceux qui ont observé le jeûne de 1 mois. En cette heureuse occasion de l'Aïd, je souhaite adresser mes vœux à tous les musulmans. Je le souhaite du fond du cœur à tous ceux qui ont lu des livres saints durant le mois du Ramadan et qui ont jeûné tout le mois. Je tiens à faire appel à eux pour qu'ils se rappellent des orphelins, des indigents, des pauvres et des veuves à cette occasion. Il a exprimé sa tristesse envers les récents incidents de violence ethnique dans l'État d'Assam au nord de l'Inde et a exhorté les musulmans à maintenir la paix et la tranquillité. Comme le veut la coutume, les musulmans de la ville de Mumbai ont prié et se sont échangés des vœux après la prière de l'Aïd. Pour les musulmans, l'Aïd n'est pas seulement un moment de dévotion spirituelle et de fraternité. C'est une période d'unité religieuse durant laquelle les gens de toutes les religions et nationalités partagent ensemble des vœux. Durant le Ramadan, les musulmans observent un jeûne durant la journée. Le jeûne est l'un des principes fondamentaux de l'islam. Le Ramadan, le 9e mois du calendrier lunaire islamique, marque la révélation du Coran au prophète Mohammed. C'est un temps de maîtrise de soi. Au cours du jeûne, les musulmans ne mangent pas, ne boivent pas et ne s'adonnent à aucune forme de plaisir. Ils mangent le sehri, un repas léger avant l'aube, et l'iftar, le repas de la rupture du jeûne, au crépuscule. Dans l'état de Rajasthan, au nord-ouest de l'Inde, les musulmans se sont rendus sur le tombeau du saint Soufi Chisti Moinuddin et sont passés à travers la porte du ciel, qui ne s'ouvre que 4 fois par an. Chaque année, nous passons à travers la porte du ciel et tous nos souhaits sont exaucés ici. Nous l'avons tous vécu, des gens de tous les milieux viennent ici et leurs vœux se réalisent. De nombreux pays du Moyen-Orient ont fêté l'Aïd dimanche. À l'occasion de l'Aïd, les musulmans portent des vêtements neufs. Ils se rendent dans les parcs et les lieux de divertissement avec leurs enfants et passent toute la journée dehors. L'Afrique présente le marché croissant le plus rapidement au monde pour la téléphonie mobile, une aubaine pour les constructeurs. Avec l'ouverture à Internet, c'est aussi l'occasion d'encourager les jeunes développeurs à créer de nouveaux logiciels et applications. Tel est le but de l'entreprise Co-Création au Nigeria, qui met à disposition des informations et des outils pour la création et le développement de nouvelles applications pour des plateformes portables. C'est ici que les nouveaux talents nigérians de l'entreprise et de la technologie viennent partager leurs idées. Co-Création est le premier espace ouvert multifonctionnel au Nigeria où les développeurs peuvent accéder aux outils dont ils ont besoin et rencontrer investisseurs et agences publiques. Co-Création a vu le jour l'an dernier. L'entreprise a pour but d'accélérer le développement des technologies sociales. Les fondateurs expliquent qu'ils se sont concentrés pour donner à la jeune population un accès à l'information et aux ressources. Nous avons créé cet espace pour les gens qui ont des idées pour apporter des solutions aux vrais problèmes du Nigeria. Ils y trouveront le soutien et les ressources pour transformer leurs idées en produits ou en entreprises. 800 membres et organisations dans le domaine de la technologie utilisent ces ressources chaque jour.
Parmi eux, le créateur d'une plateforme d'information en temps réel. Il a réussi à développer son application en collaboration avec des développeurs du monde entier. Nous rencontrions un problème jusque-là. Nous ne connaissions pas de développeurs dans la région. Il n'y avait personne qui puisse nous aider à programmer notre application pour la plateforme BlackBerry. Le marché africain du téléphone mobile s'accroît à toute allure. Le continent le plus pauvre du monde compte 738 millions de téléphones mobiles, soit 3 pour 4 personnes, selon une enquête de 2011. Avec le téléphone mobile, l'accès à Internet grandit massivement. Des formations de développement et de communication sont régulièrement organisées par co-création. Des bourses sont offertes aux idées les plus innovantes. Co-création a tissé des réseaux d'investisseurs dans différents domaines technologiques. Les constructeurs de téléphonie mobile comme BlackBerry, Nokia et Samsung sont intéressés par les millions d'utilisateurs potentiels en Afrique. Nigeria is a huge growth market for us, and BlackBerry is #1 here. And I think it's really, really important to give our developers the tools and also the information that they need to develop for BlackBerry 10, but not only BlackBerry 10, but also existing devices. Deux autres développeurs ont créé une application donnant accès à la constitution nigériane et des informations sur la protection des droits. Celle-ci a été téléchargée plus de 300 000 fois. Cela a eu un impact immense. Nous venons d'un milieu où les gens ne connaissent pas leurs droits. Les gens abusent souvent de leur autorité. Donc, il est très intéressant de savoir qu'il existe un document qui protège et garantisse nos droits en tant que citoyens de ce pays. Cette révolution technologique au Nigeria et dans toute l'Afrique devrait aider à renforcer l'économie du pays et donner un nouveau pouvoir à la population. Pour moi, c'est une très bonne chose que les gens s'intéressent doucement. Le développement des logiciels est encore tout jeune au Nigeria, mais c'est impressionnant parce que beaucoup de jeunes s'y intéressent et se disent qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont plus besoin d'être en Californie ou d'aller en Inde pour trouver une solution. C'est vraiment impressionnant. Il existe plus de 50 projets comme co-création en Afrique dans des pays comme Kenya, le Cameroun, l'Ouganda, le Ghana et Madagascar. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. En attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite une très bonne semaine.